Bien, bonsoir. Ce soir, dernière saison des États généraux de la rhumatologie. Quel avenir pour la rhumatologie? 4 invités, Milka Maravi, et vous saurez pourquoi. Parcours particulier, intéressant. Notre ami le professeur Thierry Chaverbeck de Bordeaux, qui nous parlera des relations ville-hôpital dans cet avenir de la rhumatologie. Vincent Diebold, son expérience professionnelle, solitaire puis en groupe, et puis Bernard Morand, son expérience, lui, en plateau technique. Alors, lançons-nous. Milka, première question. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. L'exercice de la rhumatologie peut-il s'associer à un autre exercice dans le champ de la santé, à ton avis? Tout à fait. L'expérience en témoigne, enfin, en tout cas de mon exercice professionnel. Et au contraire, je crois qu'il est important que certains d'entre nous ne font pas que de la clinique à 100% et s'intéressent un petit peu à autre chose qui permet d'extrêmement enrichissant par rapport aux interactions qu'on peut avoir dans différents domaines dans lesquels on peut être amené à travailler, qu'il s'agisse de faire une carrière, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. Il est important de maintenir son activité clinique parce que ça nous permet d'être en tout cas au présent, au quotidien, et se rendre compte de quelle est la réalité de la vie, en tout cas de l'exercice clinique, et de mieux appréhender un certain nombre de choses parce que très vite on l'oublie. Et donc il y a tout un pan d'activité qui peut être intéressant dans ce secteur, qu'il s'agisse de l'activité un petit peu de conseil, on peut rapporter son expertise de connaissance du patient, de la pratique, de la réalité du terrain, qui peut être éloignée d'une recommandation de la pratique clinique ou d'une autorisation de mise à marché pour le médicament, où c'est important de confronter à la fois l'exercice pratique à l'exercice théorique, et à partir du moment où on s'intéresse à exploiter par exemple des bases de données de santé, de tenir compte que si on respectait les règles telles qu'elles devraient faire, on va sous-estimer un certain nombre d'événements, et d'apporter un petit peu cette double lecture pour pouvoir mieux répondre à des problématiques en tout cas de santé. Et il est toujours intéressant d'avoir un peu de la multidisciplinarité pour apporter en tout cas une meilleure vision des choses pour répondre à des problématiques de santé. Et ça ne changera pas le fait qu'il est toujours important d'échanger avec des cliniciens qui font ça tous les jours, ou de l'autre côté, des gens qui exploitent des données de santé, des data scientists. Si je prends l'exemple de quelque chose, d'une profession qui commence à arriver dans le champ de la santé, mais pas que, où il y a besoin d'un accompagnement. Et s'il y a des personnes qui peuvent servir un petit peu de lien entre ces deux, je ne vais pas dire ces deux extrêmes, en tout cas ces deux complémentarités sont toujours un petit peu utiles pour mieux comprendre des questions de santé, des problématiques. Donc voilà, et je pense que ça serait important dans notre formation initiale. Je pense que tes questions, en tout cas, ce sujet sera probablement évoqué autour de cette table ronde, qu'on puisse sensibiliser les gens à s'intéresser un petit peu à autre chose qu'à la clinique à 100%, pour justement servir de lien pour pouvoir mieux appréhender des problématiques de santé. Merci. Justement, Thierry, bonsoir. Énième réforme de l'internat en spécialité. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les stages chez le praticien, notamment? Alors, oui, ça va obligatoirement changer les choses, ne serait-ce que pour respecter désormais un calendrier qui est extraordinairement contraint pour nos jeunes collègues. Schématiquement, l'internat en rhumatologie reste fixé sur les 4 années qu'on a connues jusqu'à présent. Mais ces 4 années, elles vont être décomposées, elles vont être divisées en 3. Donc ça se divise mal en 3, 4 normalement, même si on ne fait pas d'intelligence artificielle. Voilà. Alors il y a une première année qui est la phase socle. La première année de phase socle, en fait, elle va être commune à toutes les spécialités, y compris la spécialité de médecine générale. Et cette année, finalement, elle peut être faite indifféremment sur des structures hospitalières d'hôpitaux généraux, sur le CHU, mais ça va être quand même très, très centré sur l'hôpital pour garantir finalement une certaine à la fois diversité d'exercices et puis surtout le fait qu'il y ait un encadrement omniprésent finalement autour de ces jeunes internes. Ensuite, il y a les 2 années de spécialisation véritable, et dans ces 2 années de spécialisation, il faudra qu'il y ait une période au CHU
mais qui peut être extrêmement réduite, puisque ça peut être uniquement 2 semestres, hein, s'il y a par exemple eu un semestre de socle déjà constitué au CHU, ou alors une période dans la 4e année qu'on va décrire tout à l'heure. Et donc, dans ces 2 années de spécialisation, au contraire, les internes sont poussés à aller voir autre chose, donc soit des structures hospitalières publiques ou privées, soit le cabinet de médecine libérale. Et c'est vrai que d'une façon générale, on privilégie plutôt l'exercice partagé, c'est-à-dire quand il y a plusieurs libéraux qui sont installés ensemble. Et puis, c'est la dernière année qui est vraiment l'année la plus différenciante par rapport à ce qu'on connaît, puisqu'en fait, au terme des 2 années de spécialisation, les internes vont passer leur thèse d'exercice. Et donc, la 4e année d'internat, ils sont docteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les docteurs juniors. Alors là, c'est une vraie nouveauté. Et ces docteurs juniors, ben finalement, on peut bien sûr imaginer le faire au CHU, mais ce n'est pas la logique absolue. La logique, c'est de faire de ces docteurs juniors une première prise de fonction véritable et d'implication dans l'exercice de responsabilité, soit dans un hôpital général, soit dans un cabinet de rhumatologue. Alors, c'est encore une fois plutôt pour les cabinets un petit peu partagés. Mais on a, ça y est, notre première génération de docteurs juniors qui sont en place. Et pour l'instant, par exemple, nous n'en avons pas au CHU de Bordeaux. Ils sont tous, pour l'instant, soit dans des hôpitaux généraux, soit en cabinet. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça va vraiment préparer très fortement les gens à cet exercice libéral et partagé. Très bien, merci. Alors justement, Bernard, bonsoir. Quelle opportunité l'hospitalisation privée va-t-elle offrir aux rhumatologues? Bonsoir. Alors, l'hospitalisation privée, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que il y a énormément de chirurgiens orthopédiques qui exercent en hospitalisation privée et il y a une complémentarité entre les rhumatologues et les chirurgiens orthopédiques, le plus souvent en amont des interventions, parfois en aval, mais également comme alternative à cette hospitalisation. Donc d'abord, une implication forte avec nos confrères anesthésiques qui vont être partenaires. D'autre part, c'est un peu technique, mais de plus en plus de cliniques privées s'orientent vers un service de médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a sur le plan financier, il y a eu une assez nette revalorisation des groupes homogènes de séjour et finalement auxquels se rajoutent les comorbidités. Et finalement, cette activité de médecine qui était auparavant non rentable pour l'hospitalisation privée le devient, donc ils sont demandeurs. Les établissements privés qui disposent d'un service d'urgence ont obligatoirement un service de médecine post-urgence. Et quand vous regardez dans ces hospitalisations post-urgence, les affections ostéo-articulaires représentent facilement 30% de ces hospitalisations, d'où l'importance d'avoir des rhumatologues pour s'occuper éventuellement de ces services de médecine, pour participer à côté d'autres praticiens ou pour intervenir simplement comme consultant. Enfin, comme dans le public, il y a un intérêt également de l'hospitalisation privée pour l'ambulatoire. Et l'ambulatoire, là encore, le rhumatologue est intéressant, si j'ose dire, parce qu'il fait de la biothérapie, il fait des bilans, il fait éventuellement, mais là c'est un problème un peu différent, on va y revenir, de l'interventionnel. Enfin, pour compléter ce que dit Thierry, il est certain que l'hospitalisation privée va être demandeur de l'accueil des internes, surtout si ceux-ci sont en fin de cycle.
Merci. Alors, à cette époque, Milka, de la big data, de l'intelligence artificielle, imaginons qu'elle soit disponible en permanence ou quasiment. Est-ce que c'est réellement utile à notre expertise, à l'exercice professionnel? Alors, question pas simple, la question, la réponse va, on va essayer en tout cas d'y répondre. Je ne vais pas dire que ça va être du domaine de la science-fiction quelque part, mais il suffirait dans ce cas-là de mettre le sujet devant un ordinateur, plein d'informations emmagasinées et à quoi on servirait dans ce cas-là, sauf que la machine ne pourra pas faire preuve d'empathie vis-à-vis du patient. Donc ce scénario, on va dire un petit peu extrême, j'ai du mal à le concevoir et du mal en tout cas à le voir dans un avenir en tout cas immédiat, puis ça rendrait en tout cas bien triste les relations entre les individus et que deviendrait le colloque singulier de cette relation un peu particulière qu'a le médecin vis-à-vis de son patient. En tout cas, ça remettrait un petit peu cette philosophie-là. En revanche, peut-être qu'on peut trouver quelque chose un petit peu d'intermédiaire et ce qui serait bien, c'est de pouvoir vivre une révolution qui pourrait être toute simple, c'est de disposer en consultation d'une version synthétique mais, du patient où on aurait donc les comorbidités exprimées de façon extrêmement claire, le traitement en cours, une biologie récente, voir son évolution, en tout cas une information suffisamment synthétique qui aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on travaille à l'hôpital, est complètement éparpillée en fonction de comment organiser le système d'information. Quand on attend une information du collègue qui est par exemple en exercice libéral, comment arrive cette information de façon correcte au niveau du médecin qui suit en charge le patient. Si déjà on avait une optimisation de cette information du patient pour pouvoir prendre la bonne décision lorsqu'on le voit en consultation, en l'occurrence en consultation rhumatologique, on a besoin d'être vigilant par rapport à une fonction rénale, par rapport à un terrain cardiovasculaire, etc. Faire attention par rapport à un certain nombre de prescriptions thérapeutiques qu'on peut être amené à faire. Si déjà on avait ça, ça serait génial. Maintenant, avoir de l'IA en permanence sur quel type de données, quelle est la stabilité de ces algorithmes, la durée de vie de ces algorithmes, pour quelle finalité, avoir des choses qui tournent un petit peu en permanence, oui, mais pourquoi? Là où peut-être l'examen, l'observation du patient, peu de données peuvent nous apporter une réponse au quotidien. Donc, je pense qu'on en a besoin, oui, mais pas n'importe comment, pas tout le temps. Donc, on verra comment on construit l'avenir de la médecine, en tout cas avec ces nouvelles données. Et puis, ce qui est vrai à l'échelon populationnel, est-il réellement vrai à l'échelon de l'individu? Je pense qu'on a eu tous l'occasion de le voir dans le cadre de nos exercices au quotidien auprès des patients. Merci, Milka. Thierry, le gouvernement favorise les regroupements, voit surgir de tas de nouvelles structures, CPTS, MSP, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées. Est-ce que cela aura une influence sur les relations ville-hôpital et si oui, lesquelles? Alors, une influence, ça va l'avoir obligatoirement, puisqu'en fait, c'est créé pour ça. L'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est de faire des économies et donc de réduire la voilure des CHU. Or, pour l'instant, ce qui fait, on l'a encore vu avec la crise du Covid, ce qui fait qu'on ne peut pas réduire à l'excès ou trop vite la voilure des centres hospitaliers, c'est que les urgences sont très lourdement sollicitées et que si on met plein de monde aux urgences, évidemment, il faut des lits d'aval. Et c'est ce qu'a rappelé tout à l'heure pour les cliniques privées, c'est exactement la même chose. S'il y a une ouverture d'urgence, il y a obligatoirement des lits d'aval et des lits d'aval en quantité pour accueillir tout ce qui passe par les urgences. Donc, l'objectif de ces organisations, c'est finalement d'éviter que les gens arrivent aux urgences. La plupart des urgences ne sont pas de vraies urgences et finalement, s'il y avait une structure coordonnée en ville, donc ce qu'on appelle là, les CPTS, communautés pluriprofessionnelles ou professionnelles territoriales de santé, ou les MSP avec suffisamment de médecins pour faire des tours de garde, on peut imaginer qu'à ce moment-là, toute une partie des petites urgences ou de la consultation du dimanche après-midi soit assurée en ville. Il est évident qu'à ce moment-là, ces communautés de généralistes auront aussi besoin de temps en temps de l'avis de spécialistes. Et les spécialistes, comme ils ont tendance à ne plus vouloir un exercice solitaire, ils se regroupent. Et tant qu'à faire, on peut formaliser ces regroupements en faisant finalement regroupements de spécialistes à disposition finalement des CPTS ou voilà.
Et ces regroupements de spécialistes, à partir du moment où ils peuvent, là aussi, ils sont suffisamment nombreux pour constituer des tours de garde, ils peuvent se substituer en partie à l'alternative hospitalière qui, encore une fois, est le recours probablement trop facile à l'heure actuelle. Alors, tout ça, est-ce que ça correspond aux volontés de nos jeunes en formation? C'est très clair, quand on leur pose la question, il y en a à peu près 50% qui ne veulent plus d'un exercice hospitalier exclusif, qui veulent un exercice mixte, libéral, et avec un petit pied à l'hôpital. Alors, c'est ce petit pied à l'hôpital qui peut surprendre. Et en fait, c'est peut-être là la jonction naturelle, c'est que finalement, l'hôpital, quelle sera sa vocation à terme? Vous voyez, on a vu avec la crise Covid, on s'est dit, voilà, ça va, c'est la bouée qui arrive pour l'hôpital. Non, non, cette année, on continue à supprimer plus de 1800 lits dans les centres hospitaliers dans toute la France. Et donc, on va continuer à réduire la voilure hospitalière. Et finalement, nous, avoir des collaborateurs bien formés qui sont passés par nos structures pendant la formation, qu'on connaît bien, qui sont répartis sur le territoire, qui assurent finalement l'essentiel de la vie de spécialité, et puis le jour où il y a besoin de discuter d'un dossier compliqué, le fait d'avoir la bonne vérification, la journée de participation hospitalière avec un poste, je sais pas, 15%, 20% de temps de praticiens associés, eh c'est absolument parfait. Et ça permettra sans doute une meilleure répartition aussi du territoire et éviter que les gens fassent parfois un nombre de kilomètres. Je dis toujours la même chose. Encore ce matin, j'ai vu un malade de Saint-Sevé. C'est quasiment 500 kilomètres de VSL pour une consultation. C'est complètement absurde. Et la vie, on peut bien évidemment le donner à distance si on a un relais local qu'on connaît, avec qui on a confiance, et finalement qui se substitue à une partie de notre examen clinique. Donc je suis persuadé que ces structures, elles vont réorganiser les choses pour mieux couvrir les territoires, elles vont réorganiser, elles ont été conçues dans un premier temps pour les généralistes, on le voit se transférer maintenant sur l'exercice spécialisé, et ce sera des relais, ces groupements de spécialité seront des relais naturels, en l'occurrence pour l'hôpital, assurant l'essentiel de la prise en charge. Et pour les cas très particuliers, la médecine hyper spécialisée, eh bien, l'hôpital sera le recours, et de plus en plus le troisième recours et pas le deuxième. Merci. Alors, Bernard, le nerf de la guerre quand même, que sera l'évolution de la rémunération des rhumatologues dans le cadre de l'hospitalisation privée et peut-être même dans ses rapports avec l'hospitalisation publique également? Alors, le gros problème de l'hospitalisation privée et des services de médecine, c'est si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une revalorisation sensible par les GHS. Par contre, les honoraires d'hospitalisation privée sont ridicules. Sont ridicules parce qu'on est toujours basé sur une consultation initiale, puis ensuite des forfaits de surveillance qui sont avec un C0,80 par jour. Alors, ceci était viable il y a une trentaine d'années parce que les hospitalisations étaient plus longues, peut-être, et par là même, il y avait une espèce d'amortissement sur le temps. Ceci n'est plus maintenant parce que l'hospitalisation, et tout le monde est d'accord, il faut qu'on faille vite et tout le monde surveille la durée moyenne de séjour, la DMS, tout le monde en est fixé là-dessus. Donc, il faut faire des hospitalisations courtes. Et qu'est-ce qui prend beaucoup de temps dans une hospitalisation? C'est l'entrée et la sortie. Alors, et si vous faites une hospitalisation courte, et ben, à ce moment-là, tout devient très complexe parce que vous allez faire des bilans, des ajustements thérapeutiques en continu. C'est des patients qui vont mobiliser énormément de temps médecin. Je rappelle également que certaines cotations ne sont pas possibles en hospitalisation. Par exemple, les APC sont interdits dans le cadre d'une hospitalisation. De même, les consultations
complexes type PPR pour les polyarthrites ou les très complexes de type biothérapie ou consultation dans le cadre d'une vascularite ne sont pas possibles. Donc, alors, quelle solution pour pouvoir attirer et garder des médecins et bien entendu des rhumatologues? Le salariat, beaucoup d'établissements, on voit bien, privés, proposent le salariat. Et d'un autre côté, chez nos jeunes médecins qui sortent des facultés, ceci intéresse un certain nombre. Après, vous avez l'utilisation du secteur 2, optam ou non optam, mais ça reste compliqué, sauf ponctuellement sur des avis, mais ça reste un peu compliqué dans un service de médecine. Soit les rhumatologues disposent de d'un plateau technique, entre parenthèses, lourd, c'est-à-dire qu'ils font de l'interventionnel, et à ce moment-là, ils peuvent tout à fait rentabiliser leur travail. Soit ils ont accès à un plateau technique de l'établissement, de la structure ou à la rigueur des radiologues, en sachant que ce n'est pas les mêmes systèmes de fonctionnement et c'est quelque chose qui pose également des problèmes. Soit, enfin, l'établissement apporte une aide financière, soit de type forfait pour hospitalisation, soit forfait basé sur le GHS ou un complément pour avis pour les APC. Donc, en conclusion, je pourrais dire que l'hospitalisation privée a besoin des rhumatologues, et on l'a montré tout à l'heure, mais il faut qu'elle s'en donne les moyens. Merci. Alors, petite question surprise à chacun d'entre vous, parce que vous pensez bien qu'on va pas en rester là, ce serait bien dommage. Milka, à ton avis, la place de l'utilisation de nouvelles technologies est telle qu'elle nécessiterait une place dans l'enseignement et à quel niveau? Faudrait-il en parler à Thierry pour la mettre dans l'initiale? Faudrait-il le mettre dans les DPC ou tout simplement laisser chacun d'entre nous se débrouiller comme c'est le cas actuellement? Alors, tout dépend ce que tu appelles une nouvelle technologie. Est-ce que c'est un acte de soin, une nouvelle… on parlait tout à l'heure des… Je ne sais pas si on l'avait évoqué un petit peu des PRP qu'on entend parler. Est-ce que c'est ça, tu entends une nouvelle technologie ou c'est d'utiliser l'intelligence artificielle? Je pense que pour toute chose, en tout cas, la médecine évolue. On l'a tous pu le voir depuis le nombre d'années qu'on exerce. On a tous connu l'ère avant les biothérapies, par exemple, la révolution que ça a apporté dans la prise en charge de nos patients et des profils de patients que l'on n'en voit plus. On s'est en tout cas approprié rapidement l'utilisation de ces nouvelles molécules. Demain, si on utilise des informations issues des dispositifs connectés et si on pense que ces informations sont utiles pour mieux suivre l'état de santé des gens et en tout cas de pouvoir agir un peu plus rapidement et d'être plus efficace pour mieux contrôler, on va dire, l'évolution d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, je pense que dès qu'il y a quelque chose qui bouleverse ou il y a un besoin non couvert qui bouleverse la prise en charge, je pense qu'on va se l'approprier. Je pense que les collègues qui sont en formation pour être formés initialement à l'utilisation de cette nouvelle technologie. Il y aura ceux qui la vivront alors qu'ils l'exercent appropriément dans le cadre de leur exercice. Et à partir du moment où on est convaincu que ça améliore l'état de santé des gens, et je pense qu'on est tous ravis quand on revoit nos patients avec le sourire aux lèvres, qu'on ne leur a même pas posé la question, on sait qu'ils vont mieux. Et que si on a quelque chose qui permette en tout cas d'améliorer rapidement l'état des gens et de les améliorer, je pense qu'on s'appropriera ces techniques, surtout s'il y a un besoin quelque part qui existe. Ça sera plus efficace. Merci. Donc, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour Christian. Question à te poser pour nos auditeurs. Ton parcours est très intéressant. Tu commences tout seul dans une région de l'Est de la France. Tu continues par la suite avec un groupe de rhumatologues. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces modes d'exercice qui sont quand même très différents et tous intéressants? Alors, l'exercice solitaire, c'est la liberté d'installation, du lieu d'installation, de son organisation, de la prise de décision. Quand on réussit, on se le doit qu'à soi-même. Quand on rate, on se le doit aussi qu'à soi-même. Ça simplifie l'installation. Par contre, c'est une charge de travail immense. Et puis, très rapidement, surtout moi qui étais en secteur 1, j'ai réalisé que la façon d'avoir des revenus corrects, c'était d'avoir une activité technique, donc embaucher du personnel, donc une lourdeur d'organisation
qui est très dur à assumer, 6 jours sur 7. Et surtout, ce qui m'a fait changer d'action, c'est qu'avec l'âge, on n'a plus les moyens d'investir parce qu'il faut du temps pour investir. Quand vous faites un investissement, c'est sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et que donc, à ce moment-là, vous avez un cabinet qui peut devenir obsolescent, du matériel qui n'est plus d'actualité. Vous n'osez pas changer et ce n'est pas possible. Et là, j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là une proposition de rejoindre un groupe de rhumatologues que je connaissais bien, dont un des leurs était parti en retraite, et j'ai pris la succession en m'associant avec cette structure qui était extrêmement dynamique, beau plateau technique, 2 salles radio, salle d'échographe, 5 échographes. Et alors là, ce que j'ai appris, c'est d'abord, on se retrouve à plusieurs, donc les décisions sont partagées. Il n'y a plus du tout la dynamique est un petit peu différente, c'est-à-dire que il faut que tout le monde soit d'accord ensemble, c'est l'unanimité. Par contre, c'est une garantie. Si j'ai un problème de santé, le cabinet continue à tourner. Le matériel, il continue à être investi puisque les gens ont des tranches d'âge différentes. Et donc, à la fois, j'ai appris le compromis et à la fois, ça m'a permis de continuer à faire la rhumatologie que j'aime bien, dynamique, de continuer à progresser, à tel point qu'on progresse, c'est qu'on fait une extension maintenant du cabinet sur une clinique. Et pourquoi ? Parce que les cliniques, ça permet de faire des actes qu'on ne peut pas faire en cabinet. Je pense aux biothérapies, par exemple, de créer des filières, des prises en charge, de s'intégrer à des CPTS, de bénéficier d'un hôpital de jour. Voilà. Donc, à la fois, et aussi d'avoir un recrutement qui permet aussi d'optimiser le travail qui est fait sur les plateaux techniques du cabinet principal. Très bien. Alors, peut-être juste une petite précision. Est-ce que tu penses, avec le recul maintenant, que tu aurais pu commencer par le plateau technique d'emblée ? Alors, oui, on peut toujours, avec un rétroviseur, on peut toujours le faire, mais je pense que la rhumatologie, c'est quand même une spécialité assez hétérogène. La formation qu'on reçoit à l'hôpital, moi j'étais CES, mais ça ne change pas grand-chose, même si j'ai fait beaucoup de remplacements, on se rend compte qu'il y a des gens qui font beaucoup de… L'hôpital, c'est essentiellement de la consultation, la radiologie n'est pas… ensuite, on a inventé l'ostéodensitométrie est arrivée. Là, j'ai pu faire un plateau technique avec d'autres rhumatologues. On a mutualisé les moyens. On a inventé en fait la rhumatologie. Mais évidemment, si je devais m'installer maintenant, je ne ferais pas ce que j'ai fait. Je ne m'installerais pas seul. Si j'étais un jeune maintenant pour parler de l'avenir de la rhumato, c'est évident d'abord que je ferais des actes techniques. Ensuite, la spécialité est devenue très féminine, donc il faut dégager du temps libre. Si vous voulez dégager du temps libre, il faut du personnel, que ce soit des comptables, des secrétaires, des infirmières éventuellement. Donc, ça veut dire qu'il faut des moyens dont on soit le dirigeant, il ne faut pas se soit imposé par d'autres, et il faut absolument mutualiser les moyens pour qu'ils aient un coût financier acceptable. Donc, forcément, pour moi, l'activité va être une activité dans un groupe, à condition qu'on… Alors, le fait d'être secteur 2 ne permet pas d'échapper à ça. C'est vrai qu'on peut augmenter ses tarifs, mais de toute façon, on va être bloqué soit par la demande de l'État, parce qu'il y a des tas de patients qui ne peuvent pas accéder au secteur 2. Je pense qu'on rentrera dans ce débat tout à l'heure la CCAM. avec les questions qu'on aura. En tout cas, merci beaucoup, Vincent, pour ce témoignage très intéressant. Alors, Vincent, la nomenclature, quelle évolution vois-tu venir? Qu'est-ce que tu souhaiterais, en fait, de cette évolution? Bon, la première chose, la bonne nouvelle, ce serait qu'il y ait une évolution, parce que quand on voit la valeur des actes techniques, elle n'a pratiquement pas bougé depuis 2005, sauf en rhumatologie, on a su être très actif, obtenir certains actes relativement bien valorisés, mais depuis un moment, ça stagne. Alors, l'évolution, il faut qu'elle bénéficie à la sociologie actuelle de la spécialité, c'est-à-dire essentiellement, c'est devenu une spécialité essentiellement féminine,
donc avec des horaires, des horaires qui ne sont plus celles que nous, on s'est imposées pendant un certain temps. Donc, on ne peut pas multiplier les actes à tout rompre, sachant que c'est une des consultations les plus pénibles. Ça, c'était une constatation qui a été faite par la Caisse elle-même. La rhumatologie est la spécialité ou la consultation en termes de pénibilité la plus importante. Et bien, cette pénibilité, elle doit être traduite par une rémunération en conséquence. S'il faut une échelle des revenus, il faut qu'on gagne plus là. Or, on voit par exemple que nos amis psychiatres ou neuropsychiatres ont une consultation spécifique. Eh bien, il faut que cette consultation spécifique, elle soit aussi applicable et peut-être avec une valeur supérieure à celle du psychiatre pour nos consultations rhumato. On a un avis d'expert très important. On le voit, il faut que cet avis d'expert il ait une rémunération qui soit aussi rhumatologique. Et donc, il y a une revalorisation des actes cliniques qui est très importante. Pourquoi ? Parce que notre spécialité, on voit bien que la nouvelle génération fait de moins en moins d'actes techniques lourds, des plateaux techniques lourds, ou alors elle les délègue, ou alors elle les fait dans des structures, mais où ce n'est pas elle qui est rémunérée. Elle fait le geste ou une partie du geste, mais elle ne touche qu'une partie. Donc, il faut absolument que l'apport clinique de la rhumatologie soit valorisé de façon très importante, beaucoup plus que ce qui est maintenant, peut-être en doublant les tarifs. Là, mais on peut imaginer, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Et ensuite, les actes techniques, ils n'ont jamais bougé. Il faut donc que ces actes techniques, ils soient revalorisés. Et peut-être qu'une des idées, et c'est une idée qu'on a portée avec le SNMR, c'était de faire des forfaits, puisque quand on fait un acte technique, on l'associe toujours à un acte clinique, et peut-être d'associer les deux, ça nous permettra à la fois une rémunération, ça améliorera la pertinence et la qualité de la prise en charge, parce que les gens seront pris plus rapidement, et à ce moment-là, la Caisse pourra dégager les moyens pour nous rémunérer correctement. Sachant qu'elle a quand même pu dégager 19 milliards pour l'hôpital public, je pense que le travail fait par les rhumatologues. Alors, ça va être difficile parce que on est devenu une spécialité majoritairement secteur 2, et les secteurs 2, l'État a tendance à s'en désengager. De toute façon, eux, ils adaptent leurs tarifs en faisant de leurs besoins. Il faut aussi sortir de cette logique-là. Il y a l'Optam ou son successeur. Les secteurs 2 doivent être intégrés à la prise en charge de la population. Les besoins rhumatologiques sont explosifs, vieillissement de la population, nouvelles technologies, nouvelles traitements, etc. Et il faut qu'on ait les moyens que cette spécialité vive. Elle est voulue par les internes la choisissent. Il faut que ces internes deviennent des médecins libéraux heureux. Merci Vincent. Merci. Thierry, tu nous as présenté un modèle là, qui est très intéressant de l'ouverture de l'hôpital vers le privé et comment le privé peut-il venir en soutien de l'hôpital? Est-ce que tu as quelques idées là-dessus? Alors, je ne sais pas si c'est la mission de chacun de venir au secours de l'autre. Je pense que si vous voulez… Collaboration. Collaboration, je pense que c'est certain. Et encore une fois, si on part du principe que finalement on a tous le même financeur et le même devoir de couvrir les besoins de la population, en fait, à partir de là, on peut offrir chacun des spécificités ou des plateaux techniques ou des plateaux de formation finalement qui sont complémentaires. Moi, Mika a parlé à plusieurs reprises des PRP. Moi, si tu veux, je n'ai pas la vocation de mettre ça en place à l'hôpital et on n'en fait pas et on n'en fera pas et on n'en fera jamais. J'ai des jeunes collaborateurs qui ont été absolument ravis d'aller voir ça dans des structures privées avec lesquelles tu sais qu'on ne s'entend pas si mal que ça. Et voilà. Et donc, si tu veux, moi, si j'ai finalement, il y a un mode d'exercice qui fonctionne bien dans le privé et qui est rentabilisé bien par une organisation qui est finalement plus simple, moins lourde et plus saine que celle du CHU, eh bien c'est très bien. Il faut que cette partie de l'exercice rhumatologique soit assurée dans le privé. À l'inverse, quand il y a une histoire un peu lourde, une maladie systémique qui chauffe, un truc où il y a vraiment un diagnostic à sécuriser, ou tout seul, d'ailleurs tout seul, moi je ne serais pas forcément beaucoup plus à l'aise que le collègue qui va être à la clinique mutualiste par exemple. Et à ce moment-là, c'est effectivement la mission de l'hôpital et du CHU de concentrer tout ça. Et je pense que, si tu veux, pour l'instant, on a déjà organisé ça
largement avec les hôpitaux généraux de la région. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de le développer avec plusieurs structures privées dans la périphérie de Bordeaux ou à distance de Bordeaux. Et pour moi, ça ne fait aucune différence. Donc, ce qu'il faut, c'est que je crois qu'on a tous un intérêt partagé à ce que la spécialité se porte bien. Elle ne se porte jamais mieux dans le privé que quand elle se porte bien à l'hôpital et au CHU. Et réciproquement, ça fait des terrains d'atterrissage pour nos collègues. Nos jeunes collègues en formation viennent fondamentalement en rhumatologie parce qu'ils savent que le climat est bon et qu'on s'occupe de leur insertion professionnelle à l'issue de leur formation dans la spécialité. Et voilà, et donc si tout ce petit monde se serre les coudes et se rend service mutuellement, je pense qu'on en est tous largement bénéficiaires. Merci. Bernard, l'exercice sur un plateau technique de l'hospitalisation privée, c'est déjà une équipe de soins spécialisée? Oui, bien entendu, c'est déjà une équipe de soins spécialisée et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, comme à l'hôpital, de l'exercice dans un établissement hospitalier. C'est-à-dire qu'on bénéficie des compétences des autres spécialistes qui sont avec nous. Dans les services de médecine, il y a des médecins généralistes qui d'habitude connaissent très bien leur travail, mais il y a tous les spécialistes, cardiologues, gastro-entérologues, etc., endocrinos, auxquels on peut faire appel en permanence. Et c'est quelque chose d'effectivement d'un tableau d'expertise. Mais pour revenir à ce que disait Thierry également, nous, on a, comme spécialiste, on a une première expertise là-dessus, on est bien d'accord, mais du fait de problèmes très complexes, de maladies plus ou moins rares, il reste tout à fait qu'on est obligé de faire appel épisodiquement à ce phénomène, à cette offre de deuxième expertise qu'est notre CHU. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. On fonctionne, la plupart des établissements privés qui travaillent des rhumatologues fonctionnent très bien en coopération avec leur CHU de référence, qui leur est très précieux par l'enseignement qu'il peut apporter et puis par cette possibilité de deuxième recours. Merci. Je vais vous remercier tous les quatre. Et puis, maintenant, le plus dur est à faire. Il va falloir répondre aux questions du public.